Et puis on va passer donc à la conclusion avec le choix d'un autre code. Alors je suis très heureux d'accueillir le professeur Emmanuel Doquès. Alors Emmanuel est venu souvent à Lille. Alors vous savez sans aucun doute qu'il y a quelques mois, avec une équipe, il a rédigé un autre code du travail qui était d'ailleurs publié chez Dallos, donc vous pouvez retrouver le contenu de celui-ci. Et c'était, je trouvais, très intéressant, on est très heureux qu'ils viennent justement nous montrer un autre regard, une autre vision sur le code du travail. Donc je lui laisse tout de suite la parole pour cet autre code en forme de conclusion finalement. Merci beaucoup. Merci à tous, merci pour l'invitation. Quelques mots rapides de conclusion puisque le temps avance. Il s'agit à la fois de vous présenter un tout petit peu un travail qu'on a fait, qui est effectivement la rédaction d'un code alternatif, qui est comme un code du travail réel, c'est-à-dire avec tout un corps de loi qui pourrait être adopté demain. Et en même temps, de confronter tout ça à ce qui a été l'objet de notre journée, et à savoir les ordonnances Macron. Comment dire, ainsi qu'on l'a dit plusieurs fois, depuis une trentaine d'années, semble-t-il, on va dans la même direction. Au point qu'on a aujourd'hui une sensation un peu déprimante de fatalité. Puisque ça fait 30 ans qu'on va dans la même direction, on a une sensation, ben voilà, quoi. C'est une espèce de comment aller ailleurs, comment aller autrement. Est-il possible de penser autre chose? Et on a voulu démontrer qu'en fait, c'était très facile de penser autre chose, un peu plus difficile d'obtenir autre chose. Mais en revanche, penser autre chose, ce n'est pas très difficile. Les constats qui sont habituellement faits comme prémisse des réformes en cours sont des constats assez simples. On nous dit chômage de masse, évolution du travail, économie internationale, et tout ceci est parfaitement exact. Chômage de masse, évolution du travail, économie internationale. Et dès lors, nécessité d'adapter le droit du travail, et là encore, je suis totalement d'accord avec cette idée-là. Il faut essayer d'adapter le droit du travail. Et puis, dès lors, avec une vingtaine d'universitaires venant d'une dizaine d'universités, on s'est réunis autour de cette idée-là, comment, effectivement, adapter, simplifier le droit du travail. Alors, ce n'était pas seulement des universitaires isolés sur leur tour d'ivoire, on a discuté, consulté, notamment les grandes organisations syndicales, pas mal d'acteurs. On a essayé de mélanger tout ça et d'essayer de regarder ce qui pourrait être un droit du travail un peu plus simple, un peu plus rationnel, qui serait adapté aux réalités de notre temps. Et on est arrivé à un résultat qui est effectivement 4 fois plus court que le code actuel et qui nous semble adéquat, au moins à nous, et qui nous semble relativement rationnel et qui nous semble praticable, possible en quelque sorte. Et ce qui est marquant, c'est que ce résultat-là n'en est pas moins à peu près symétrique de la plupart des solutions qui nous sont actuellement vendues, et notamment des ordonnances du 22 septembre, mais déjà avant de la loi travail, mais déjà avant un certain nombre de lois. En cherchant à faire quelque chose de rationnel, adéquat, on arrive à quelque chose de totalement différent de ce qui se produit aujourd'hui. Est-ce à penser que ce qui se produit aujourd'hui est inadéquat, irrationnel? En tout cas, on est obligé, nous, de le conclure. Sinon, on se contredit nous-mêmes, vous voyez. C'est tout de même assez curieux. Alors, bien sûr, il y a une opposition un tout petit peu au départ, de point de vue. Il se trouve que les personnes qui ont été rassemblées sont toutes des personnes qui prennent le droit du travail au sérieux, qui pensent que cette matière a une certaine utilité, une utilité sociale. Et on a tous comme point commun de croire que toutes ces règles qui forment les lois du travail servent à quelque chose et qu'elles sont des protections qui, au moins pour certaines, sont vraiment utiles dans une société, et que le droit du travail est un élément de la lutte contre les inégalités, et que c'est un élément de la protection des plus faibles, et que c'est quelque chose qui permet de cimenter un peu la société. Et donc, bref, ça sert à quelque chose.
Ce point de départ n'est pas tout à fait le même que celui des réformes qui surviennent depuis un certain temps, où on nous dit au contraire que le droit du travail est une nuisance, puisqu'elle nuit à la compétitivité de nos entreprises, et que si ça nuit à la compétitivité de nos entreprises, ça nuit à l'économie, si ça nuit à l'économie, ça crée du chômage, et finalement, ça nuit aux salariés. Et donc, de ce point de vue-là, il y a effectivement une opposition. Je pense que le constat droit du travail nuisance, donc volonté d'éradication, qui est sous-jacent dans toutes les réformes récentes, repose très fondamentalement sur une erreur. Les économistes, et j'ai ici quelqu'un qui va témoigner en ce sens, pour la plupart, sont d'accord pour dire qu'il n'y a pas de corrélation entre un niveau de protection et un niveau de chômage. L'Allemagne a une protection contre le licenciement qui est de très loin plus protectrice que la France, et même que la France avant les ordonnances du 22 septembre. Et alors, depuis les ordonnances du 22 septembre, c'est incroyablement plus favorable en Allemagne en termes de droit du licenciement. Et le taux de chômage est très sensiblement plus bas. Et si d'ailleurs un pays devenait riche en supprimant son droit du travail, on pourrait dire que toute l'Afrique subsaharienne, dans laquelle on n'applique pour ainsi dire aucune règle de droit du travail du fait de l'importance du travail informel, devrait être très très riche, et la vieille Europe très très pauvre, et ça ne correspond pas tout à fait à la réalité. Les choses sont un petit peu plus compliquées que ça. Ainsi que ça a été souligné, le droit du travail est aussi quelque chose qui est porteur d'atouts dans la compétition économique. Prenons le droit du licenciement. Le droit du licenciement, et je reviens exactement sur ce que vous disiez précédemment, le droit du licenciement protecteur, c'est aussi la possibilité d'une plus grande confiance et aussi la possibilité d'une plus grande ancienneté des salariés. Et ceci, dans l'économie la plus moderne, est un gage de productivité. Je dis dans l'économie la plus moderne, quand vous avez des tâches d'exécution assez basiques, si vous avez un travail très, très flexible et des emplois très précaires, c'est pas très grave. En revanche, si vous avez un travail qui est du type qui se développe, c'est-à-dire un travail de type cognitif, un travail de type relationnel, un travail de type un peu plus élaboré, à ce moment-là, l'ancienneté est d'autant plus quelque chose qui fait valeur et qui est quelque chose qui produit, qui crée de la productivité en quelque sorte. Dès lors, des pays à protection comparativement relativement élevée, comme l'est encore ou l'était encore la France, peuvent se targuer d'une productivité bien meilleure que celle qui existe dans d'autres pays, comme par exemple les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique ont une productivité qui est beaucoup plus faible par travailleur et par heure qu'en France. Pays dans lequel, justement, il n'y a quasiment pas de droit du licenciement. Vous savez, c'est comme dans les feuilletons. Vous prenez votre carton, vous remplissez votre carton, et hop, c'est la porte. En France, c'était interdit, ça. Jusqu'à il y a peu, on ne pouvait pas faire ça. Il fallait faire un entretien préalable de licenciement et puis présenter un motif. Alors, c'était un coût pour l'entreprise, puisqu'il fallait effectivement faire cet entretien, payer ses indemnités, trouver le motif. Mais c'était aussi un gain, puisque c'était une sécurité pour le salarié, une ancienneté accrue pour le salarié, et donc une garantie d'une meilleure qualité de travail aussi. Alors, vous voyez, c'est toujours la même chose. Le droit du travail a des coûts qui sont très faciles à voir, on peut les quantifier, un entretien ça coûte tant, l'indemnité ça coûte tant, et les gains sont beaucoup plus difficiles à quantifier, parce que c'est une productivité accrue, mais dans quelle mesure est-ce que c'est une productivité accrue? C'est un engagement accru, mais dans quelle mesure c'est un engagement accru? C'est des choses qui sont plus difficiles à quantifier, ce qui fait qu'on a tendance à minimiser les gains du droit du travail et à maximiser les coûts. C'est la même chose pour la démocratie. La démocratie, si vous dites ça a un coût, mais oui, on arrive à le chiffrer assez facilement, la démocratie, son coût, il suffit de regarder le coût des élections. Alors le coût des élections, ça s'est élevé, les campagnes électorales, le financement des partis politiques, combien ça coûte de payer des parlementaires. Vous allez faire la colonne des coûts et vous arriverez assez bien à voir ce que ça coûte la démocratie. Vous allez dire, oh là, c'est drôlement cher, vivement le fascisme. Et en fait, ce serait une erreur de raisonnement. C'est parce que les gains de la démocratie existent aussi. Seulement, ils sont un peu plus difficiles à quantifier.
voyez, c'est quelque chose d'un peu plus indécelable, c'est un peu plus d'égalité, un peu plus de liberté, un peu plus de dynamisme des êtres humains qui sont présents, un peu plus de... Et ce gain-là est gigantesque, il est bien plus élevé que le coût des élections. Et il est très probable que le droit du travail soit de cet ordre-là. Bien sûr, toutes les règles du droit du travail ne sont pas productives, mais globalement, l'existence d'une société qui fonctionne avec un minimum de démocratie sociale est sans doute une société plus agréable, dans laquelle les gens vivent mieux, donc produisent mieux aussi. Et c'est peut-être aussi une société qui est plus compétitive, particulièrement dans les tâches qui sont des tâches qui produisent des plus-values importantes, donc dans les tâches qui se développent, dans les tâches qui sont des tâches qui ne sont pas concurrencées par la robotique. Et ces tâches-là sont des tâches qualitatives qui ne seront pas abîmées par une société qualitative. Je pense que le raisonnement de destruction du droit du travail à visée compétitive est un raisonnement très, très bas de gamme. Je pense que c'est un raisonnement un peu stupide. Il est très dangereux, parce que dominant. C'est un raisonnement faible. Et ce raisonnement faible, comment se fait-il qu'il soit aussi puissant ? Eh bien, je pense qu'il est aussi puissant parce qu'il est embarqué dans une confiance a priori que l'on donne à une certaine catégorie sociale. Cette catégorie sociale qui a une influence aujourd'hui très grande et qui n'est pas du tout celle des petits employeurs de l'UPA, qui n'a que très peu d'influence, mais plutôt celle des propriétaires de très grandes entreprises. Alors, c'est une catégorie sociale qui a des intérêts, et ces intérêts présentent certainement un certain nombre de points qui peuvent relever de l'intérêt général, tout à fait. Seulement, attention, l'intérêt d'une catégorie sociale et l'intérêt général sont des choses différentes. Donc, quelle que soit l'estime qu'on peut avoir ou pas pour les grands patrons, lorsqu'ils défendent leurs intérêts, ils ne défendent pas l'intérêt général. C'est vrai d'ailleurs de toute catégorie sociale. Or, il y a méprise de ce point de vue-là, une méprise qui est une méprise rhétorique. C'est une méprise qui est de l'ordre de l'argument d'autorité. Les grands patrons arrivent et discutent avec les gouvernants et disent « J'ai une entreprise de 5000 salariés et qu'est-ce qu'il faut pour créer de l'emploi ?» Mais je le sais, puisque l'emploi, c'est moi qui le crée. Parce que moi, j'ai 5000 salariés et je pourrais passer à 5500. Mais voilà, je suis bloqué par ceci et par cela. Et donc, du haut de leur autorité sur 5000 salariés, ils affirment une autorité plus générale sur ce qui est bon pour l'économie en général, et donc pour la société en général. Et la personne arrive et dit « Ah oui, vous êtes vraiment chef d'entreprise de 5000 salariés, et bien s'il me dit qu'il faut ça, et que c'est bon pour la société entière, lui doit le savoir. » Et du coup, se crée un effet de confiance, et en plus, on parle entre puissants, puisque ce sont les puissants gouvernants qui discutent ici avec des puissants économiques, et donc on est dans un monde où c'est pas les minables qui sont dans cette salle, ou derrière la tribune, hein, je m'excuse. Hein, mais... Donc on est dans un certain monde, on peut se faire confiance, les successful guys. Bon. Et donc, argument d'autorité, argument d'appartenance sociale, argument de ceci fait foi. Et le résultat, c'est qu'on a finalement un intérêt d'une catégorie sociale qui est confondu avec l'intérêt général. Ce qui est une faute de raisonnement, là encore, très inquiétante. Alors, dès lors, dans une ambiance comme celle-ci, le groupe de travail qui était assez diversifié d'un point de vue politique, franchement, on était une vingtaine d'universitaires de bords assez différents, mais assez convaincus du fait que l'intérêt général n'était pas forcément l'intérêt de quelques-uns, et assez convaincus du fait que le droit du travail était une chose utile à la manière où on disait que c'était utile dans la constitution de l'OIT en 1919, utile au sens où on pensait que c'était quelque chose qui permettait
non seulement de résoudre une partie de la violence des injustices, une partie de la violence des inégalités, mais que c'était aussi utile tout simplement contre la violence en général, et donc absolument indispensable à la paix. Il faut se rappeler que l'OIT est d'abord quelque chose qui est pensé pour maintenir la paix. Et que si on est dans des situations dégradées, ce sont aussi des situations qui sont des situations violentes, et ce n'est pas forcément tout à fait par hasard que l'on voit le droit du travail s'effondrer, en même temps que l'on voit la démocratie s'effondrer, et que l'on voit les pulsions nationales monter, et que l'on voit les tendances guerrières monter, et qu'il y a là quelque chose de corrélé. La démocratie produit de la paix, et le droit du travail produit de la paix, et donc il nous faut du droit du travail. Donc à partir de là, juste pour dire en quelques mots quelques-unes de nos idées, vous allez vous apercevoir qu'il est assez logique qu'elles soient relativement symétriques par rapport à celles qui nous sont vendues depuis une trentaine d'années, sans être pour autant, notre code, un retour aux années 80, pas du tout. Les choses ont changé, les temps ne sont pas les mêmes, le droit dont nous avons besoin n'est certainement pas le droit des années 1980. Il convient de faire preuve d'un tout petit peu d'imagination. Donc dans beaucoup de domaines, on fait preuve d'imagination. Alors, dans beaucoup de domaines. Alors, c'est un code complet. Donc, il traite un peu de tout. Donc, il y a des propositions de réforme sur tout, et pas seulement sur les points qui sont traités dans les ordonnances. On traite, par exemple, des frontières du salariat, on traite de beaucoup de choses très importantes qui ne sont pas traitées dans les ordonnances Macron. Mais comme ici, on a parlé des ordonnances Macron, si vous voulez, je vais essayer de me concentrer sur les points qui ont été les plus débattus, finalement. Puisqu'on a débattu des ordonnances, eh bien, il y a quelques points nodaux qui sont autour de ces ordonnances, qui sont des points sur lesquels on a des propositions, et dont vous allez voir qu'elles sont relativement différentes. Alors, autant prendre les choses les plus techniques d'abord, parce que ce sont souvent les plus importantes. Ce n'est pas par hasard, d'ailleurs. Les choses techniques sont complexes, les choses complexes sont les plus importantes, puisque le modèle de destruction du droit social à la française, c'est une destruction par la complexité. Ce n'est pas un modèle de destruction simple, à la Thatcher ou à la Reagan. Ce n'est pas la destruction de type années 80 par le feu, où on prenait l'ensemble du droit du travail, et c'était l'éradication. On est dans des modèles de destruction qui sont des modèles discrets, des modèles hypocrites, des modèles plus lents aussi de ce fait-là. Et d'ailleurs, cette hypocrisie, c'est aussi une hypocrisie par rapport aux craintes de réaction sociale. Et ce qui fait que les réactions sociales ont eu cet effet-là, de forcer à l'hypocrisie, et donc de forcer à la complexité, et aussi donc de forcer à une certaine lenteur. On dit que les grandes mobilisations, notamment contre la loi travail, ont échoué. C'est pas tout à fait vrai. Je pense que ces mobilisations-là sont encore porteuses d'une certaine crainte et qui expliquent qu'on soit encore dans ce modèle d'éradication par la complexité et aussi donc d'éradication par étapes, d'éradication lente, qui nous permet d'avoir encore des morceaux de droit du travail qui fonctionnent, là où d'autres pays ont tout perdu. Vraiment tout perdu, avec des montées d'inégalités qui sont bien pires que celles qu'on connaît en France. Donc, les résistances ont un impact. Et la complexité est le nœud dans lequel se niche la régression. Donc, il est inévitable de prendre quelques points un peu complexes. Le gros modèle de destruction du droit social en France, c'est par l'agencement des sources du droit. Vous voyez, si dire on passe de la 5e semaine de congé payé à 4 semaines de congé payé, c'est simple, on se dit tiens voilà. Mais c'est pas comme ça que ça marche. La destruction des droits sociaux en France, c'est dans l'agencement des sources du droit. Alors, ce qui nous est présenté, c'est la défense de la convention collective, et plus précisément encore de la convention collective d'entreprise, et donc la défense d'un certain consensus et d'un certain débat contre des règles plus générales, plus abstraites, et qui seraient donc plus éloignées du terrain. Donc voilà le discours qui est vendu. Et dans l'autre sens, donc les opposants à cette évolution sont donc stigmatisés comme des amateurs d'abstraction lointaine et surtout des adversaires de la négociation, des adversaires de la discussion, du débat et du consensus dans l'entreprise. Je pense que cette façon de présenter les choses est un faux semblant, une escroquerie.
D'abord parce que je suis un opposant et que je suis un grand amateur de dialogue social, de discussion et de débat. Je pense que c'est absolument crucial. La négociation d'entreprise a été quelque chose de conquis, qui est d'une importance extraordinaire. Il n'y a pas de droit du travail sans négociation collective d'entreprise. Il n'y a pas non plus de droit du travail sans négociation collective de branche où il est moins bon. Et donc la négociation collective est une source absolument centrale du droit social et qui doit être à la fois encouragée, protégée, et pour laquelle j'ai la plus grande estime. En fait, je pense que ce qui est en jeu n'est pas est-ce qu'on est pour ou contre la négociation collective d'entreprise. Tout le monde est pour. Ce qui se produit ici n'est pas une défense, ce qui est en train de se produire dans les réformes n'est pas une défense de la négociation collective, pas du tout. Pour ça, il faut essayer de comprendre un peu les choses, mais malheureusement, je ne veux pas trop parler trop longtemps, mais tout de même. Le principe de faveur, le vieux principe de faveur, quelle est sa signification ? Sa signification était une signification, en fait, assez basique, assez ancienne. C'est très, très ancien comme principe. Et alors, est-ce que c'est le principe qu'il faut que ce soit le mieux possible pour les salariés ? Non, ça n'a pas de sens. Le sens est plus basique. Le sens, c'est que, en fait, les règles en droit social signifient, c'est une question de sens, des minima. Le SMIC, ben, c'est un minimum. Ça n'interdit pas de payer plus. Les 5 semaines de congés payés, ben, c'est un minimum. Vous pouvez accorder une 6e semaine. Et il en va ainsi de la signification des règles en droit social. Ce qui fait que lorsque vous avez l'agencement traditionnel des sources, vous avez le minimum de salaire légal, 1 000 €, puis vous avez ensuite une convention collective de branche qui prévoit, disons, 1 200, et puis une convention collective d'entreprise qui prévoit 1 400. D'accord ? Alors on dit que c'est le principe de faveur qui joue, on applique la 1400. Mais quand vous appliquez la 1400, il faut bien comprendre que cette règle-là ne porte pas atteinte aux autres règles. En fait, 1400, ça respecte le minimum de 1000. Ça respecte le minimum de 1200. Toutes les règles sont respectées. Aucune règle n'a violé l'autre. Il y en a une qui dit c'est minimum 1000, l'autre qui dit minimum 1200, l'autre minimum 1400. Bon, si on applique toutes les règles en les respectant toutes, ça fait 1400. Et toutes les règles sont respectées. Et comme les règles de droit social habituellement fixent des minima, eh bien, si vous respectez toutes les règles, eh bien, vous respectez la plus favorable. C'est simplement lié au sens des règles. Si vous voulez respecter toutes les règles, vous appliquez le principe de faveur. Techniquement, la hiérarchie des sources en droit social, c'est un petit peu plus compliqué. Cette méthode que je suis en train de décrire, c'est surtout le lien entre loi et convention collective, dans le principe de faveur traditionnel, et entre convention collective et contrat, dans la hiérarchie des normes traditionnelles. Entre conventions collectives, c'était un petit peu plus compliqué, puisqu'il pouvait y avoir des effets de substitution pour normes plus favorables, même s'il n'y avait pas de respect du minima. Mais bon, grosso modo, l'idée fondamentale du principe de faveur, c'est tout de même le respect par chacune des sources des autres sources. Ce qui est en train de changer, c'est cette idée-là. C'est qu'il y aurait une source, la convention d'entreprise, qui serait d'une nature différente et qui devrait de plus en plus, non plus s'appliquer en plus des autres ou à côté des autres, mais à la place des autres. Ce qui est en train de tomber, c'est le principe de respect des différents niveaux, les uns par rapport aux autres, et c'est en train de se transformer en un principe d'irrespect, en quelque sorte, puisque c'est la convention collective qui, lorsqu'elle survient, écarte les autres niveaux. Alors, ça voudrait dire que la convention collective est une bonne source, ce que tout le monde accepte, mais une source qui serait tellement bonne que les autres sources, qui ont d'autres raisons d'être, ne seraient plus bonnes lorsqu'elle survient. Or, les autres sources, elles aussi, ont des raisons d'être. La négociation de branche qui égalise les conditions de la concurrence au niveau d'une branche et qui permet une négociation moins déséquilibrée, puisque au niveau de la branche, les négociateurs sont un peu moins directement menacés par le licenciement, alors qu'au niveau de l'entreprise, en cas de menace de licenciement, ça touche directement les négociateurs. La loi unique et égale pour tous, c'est très bien pour l'égalité, ça, 5 semaines de congé pour tous les salariés. Quand on défend l'égalité, on adore la loi qui est générale et qui s'applique pour tous. Le SMIC pour tous.
C'est l'égalité. Il y a des valeurs d'égalité fondamentales dans la loi. Donc lorsque vous attaquez les autres niveaux de source, ou le contrat individuel, la parole donnée, la négociation de l'individu avec l'individu, tout ça, et chaque niveau de source a sa légitimité. Et détruire les autres légitimités de source, c'est en fait détruire des pans entiers de droit du travail. Infra, donc ce qui est prévu par les contrats individuels, supra, ce qui est prévu par la convention de branche, ce qui est prévu par la loi. Donc la convention collective d'entreprise, ce n'est pas qu'on lui accorde une survaleur, c'est qu'on lui accorde c'est qu'on dévalorise les autres, qu'on manque de respect aux autres, et que finalement la convention collective devient le moyen de la destruction du droit social, ce qui est particulièrement dangereux. C'est dangereux d'abord parce qu'au niveau de l'entreprise, c'est là où l'employeur a le plus de capacité d'influence, c'est là où la menace porte. Et puis c'est dangereux aussi parce que normalement les organisations syndicales sont là, et lorsque l'employeur est en position de force, l'organisation syndicale sera quand même amenée, ne serait-ce que sur pression de sa base, elle sera bien obligée de signer des accords de restriction. Et donc l'organisation syndicale va devenir ainsi le vecteur de la dérégulation, ce qui est très dangereux dans un univers où les syndicats sont d'ores et déjà vraiment menacés. Et faire jouer ce rôle, ce mauvais rôle aux organisations syndicales, c'est risquer de les décrédibiliser encore. Et c'est donc quelque chose d'assez menaçant. Donc, vous voyez, ce qui est fait, ce n'est pas de défendre la négociation d'entreprise. Ce qui est fait, c'est bien de l'utiliser comme moyen de destruction. Et d'ailleurs, j'en donne une autre preuve. Si on était favorable à la négociation, si on était favorable à l'équilibre, pour avoir une bonne négociation, il faut avoir un certain équilibre entre les personnes. Si vous avez un total déséquilibre, eh bien, ce n'est pas une négociation, c'est un diktat. Alors, si vous voulez avoir de l'équilibre, vous défendez l'équilibre. Et si vous voulez défendre l'équilibre, eh bien, vous essayez de prendre des mesures qui renforcent le faible dans la négociation. Alors, dans les ordonnances, quelles sont les mesures qui renforcent l'interlocuteur syndical ? En revanche, j'ai des mesures qui fragilisent l'interlocuteur syndical. Référendum, montée des négociations collectives sans aucune organisation syndicale, et sans condition d'effectif. C'est-à-dire que même dans des très grandes entreprises, s'il n'y a aucune organisation syndicale, on va pouvoir négocier avec les élus. Qu'est-ce que c'est qu'une très grande entreprise sans organisation syndicale ? Il y en a. Pas beaucoup, mais il y en a. Ça veut dire quoi ? Ce sont des entreprises dans lesquelles on fait la chasse aux syndicalistes. Une très grande entreprise sans représentants syndicaux, c'est une entreprise dans laquelle on a licencié tous les représentants syndicaux. Je ne parle pas de la petite entreprise, je parle de la très grande entreprise. Il n'y en a pas beaucoup, mais celles qui existent sont des entreprises qui pratiquent la chasse aux syndicats. Et dans les entreprises qui pratiquent la chasse aux syndicats, autoriser tout de même la négociation collective, c'est de la négociation collective sans interlocuteur réel. Donc c'est un renforcement de l'unilatéralisme. Moi, je suis un défenseur du dialogue social, pas de l'unilatéralisme autoritaire. Quand on me dit « Ah, vous êtes contre le dialogue social, monsieur Dauquès, parce que vous défendez... » Ah non, ne me dites pas ça. Je suis défenseur du dialogue social. C'est vous qui êtes les adversaires du dialogue social et qui défendez en fait un modèle qui est un modèle autoritaire. On peut rajouter... la chose par rapport au contrat individuel. Ce qui monte, ainsi qu'on l'a bien vu aujourd'hui, c'est la domination de la convention collective sur le contrat individuel. Le libéral, c'est moi. Je trouve que le contrat individuel, ça présente des intérêts. Je m'engage à faire un travail en échange d'un salaire de 1 300 €. Bon. On me dit, monsieur Dauquet, ça sera 1 100 €. Je dis, c'est pas ce que j'ai signé. Je refuse. On vous dit discipline. La discipline collective doit s'imposer à vous et vous serez licencié et la justification sera automatique. Et moi, je dis, mais peut-être que le collectif, moi je suis un individu libre et j'ai signé un contrat librement et vous ne pouvez pas m'en modifier les termes sans mon consentement. Vous voyez ce que je veux dire ? Cette idée du contrat, j'achète, je vends, je suis un individu contractant, c'est l'idée libérale.
cette idée libérale est contredite par cet aspect disciplinaire d'une négociation. Nous ne sommes pas dans la montée d'un modèle libéral. Vous êtes trompé d'époque. Non, ce qui monte, c'est un modèle autoritaire. D'ailleurs, vous le savez, vous avez vu la montée du Front National, vous avez monté l'état d'urgence. Ce qui monte, ce n'est pas une espèce d'individualisme. Pas du tout. Ce qui monte est bien plus noir que ça. Donc, les mesures du GR-Pacte sont des mesures qui semblent, de ce point de vue-là, très iconoclastes par rapport à l'évolution des temps, à l'évolution juridique des temps, mais très basiques en réalité. Il nous semble que toutes les sources ont une importance, que toutes les sources doivent être respectées, et qu'un bon droit du travail est un droit du travail qui s'applique en utilisant toutes les sources du droit, les conventions d'entreprise, évidemment, c'est tellement important, mais aussi les conventions de branche, mais aussi les contrats individuels, et donc, en principe, comme les règles fixent des minima, le principe des faveurs est rétabli dans notre code. Avec des adaptations d'ailleurs. On a des cas dans lesquels on pense qu'une convention collective doit pouvoir adapter ceci et cela, mais dans ce cas-là, on prévoit des contreparties, parce que si adaptation nécessaire il y a, eh bien il y a, par exemple, la modulation, l'annualisation du temps de travail. L'annualisation du temps de travail, c'est un coût pour les salariés, puisqu'ils seront dans une situation plus flexible, que leurs heures supplémentaires devront être calculées sur l'année, donc ça sera plus difficile de les prouver, et donc ça coûte. Est-ce que ça peut être utile à l'entreprise ? Oui, ça peut être utile à l'entreprise. Est-ce que ça coûte aux salariés ? Oui, ça coûte aux salariés. Alors, bon, donnant. Et il convient, par exemple, si dans ce cas-là, il nous a semblé que si vous vouliez passer à une modulation du temps de travail sur l'année, eh bien, en contrepartie, on devait calculer les heures supplémentaires, non plus à partir de 35, mais à partir de 32 heures. Donc, plus d'heures supplémentaires. Plus d'heures supplémentaires, mais en même temps, on calcule sur l'annualisation. Donc, finalement, ça semble assez logique. Donc des adaptations, oui, c'est ce type de logique-là, des adaptations, mais avec des contreparties qui sont envisagées pour ce faire. Enfin, sur l'emploi, on a beaucoup parlé d'emploi. Les ordonnances sont des ordonnances vraiment de précarisation très dure. Hein. Un employeur qui a les moyens va pouvoir faire à l'américaine. Vous avez votre carton, vous remplissez votre carton, j'ai jeté un chèque dans votre carton, pas forcément très élevé d'ailleurs, et c'est au revoir. Hein. Et vous pouvez toujours aller vous plaindre, mais vous ne gagnerez rien. Et vous avez vu que d'ailleurs, même la nullité du licenciement a été réduite dans ses conséquences, de manière assez drastique. On nous parle de harcèlement sexuel, mais attention, le licenciement de la personne victime de harcèlement est sanctionné par la nullité, c'est entendu, mais une nullité à bas coût, à plus bas coût qu'avant. Et quand vous licenciez un accidenté du travail qui a perdu sa santé au service de l'entreprise, c'est maintenant 2 fois moins cher qu'avant. Et quand vous portez atteinte aux droits fondamentaux, c'est moins cher qu'avant. Et donc on dit « Ah, c'est terrible, il faut lutter contre le harcèlement ». Et au même moment, le harcèlement sexuel dans l'entreprise, on en divise le coût pour l'employeur. Donc c'est quand même... On est quand même dans ce type de système. Bref, une précarisation généralisée avec les contrats à durée déterminée, hein, vous avez vu aussi, qui vont être simplifiés. C'est pas... On abîme les CDI pour faire rentrer les travailleurs précaires. C'était le discours habituel. Là, c'est on abîme les CDI et aussi on abîme les travailleurs précaires. Comme ça, tout le monde est content. Comme ça, on déshabille Paul pour déshabiller Jacques. Voilà. Il n'y a pas de transfert. Cette précarisation généralisée nous semble, nous semble être totalement à contresens de l'évolution des temps. Vous savez, on dit toujours que le travail est de plus en plus flexible, que les gens travaillent de moins en moins longtemps. C'est radicalement faux. C'est radicalement faux. On a des chiffres. L'ancienneté, je vous le dis, c'est une bonne nouvelle finalement. L'emploi stable ne diminue pas en France, pas du tout. L'emploi stable augmente. Et puis c'est pas seulement en France, c'est dans tous les pays de l'OCDE. Dans tous les pays de l'OCDE, l'ancienneté moyenne augmente. C'est assez logique, puisque vous êtes dans une économie qui évolue vers le cognitif et le relationnel. Donc l'ancienneté a de plus en plus de valeur, et les employeurs ne sont pas fous. Et l'ancienneté a de plus en plus de valeur, et bien les gens ont de plus en plus d'ancienneté. Voilà, ça correspond à l'évolution réelle de l'économie au sein de l'OCDE. Alors on nous dit que les statuts précaires augmentent, c'est vrai. Les statuts précaires augmentent, mais les CDD sont en CDD pendant de plus en plus longtemps. Voilà. Donc finalement, l'ancienneté moyenne augmente aussi.
Et donc, il ne nous a pas semblé que la destruction de l'emploi stable aille dans le sens des temps. La destruction de l'emploi stable est à contresens des temps. Et donc, on a renforcé les sanctions en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, au lieu d'abaisser les sanctions en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en généralisant la nullité du licenciement, suivant en cela le vieux rêve de Gérard Couturier qu'il avait défendu dès les années 70, et en disant, voilà, la nullité du licenciement, c'est la seule sanction du licenciement illégal efficace. Et donc, quand le licenciement est illégal, il est légal, il doit être, donc en cas de cause réelle et sérieuse, bien entendu, on doit pouvoir licencier. Mais lorsqu'il n'y a pas de cause réelle et sérieuse, que le licenciement est illicite, alors à ce moment-là, la sanction doit être dissuasive, sinon ce n'est pas une sanction efficace. Et la nullité présente cet avantage d'être une sanction dissuasive. Bon, il s'agit que de deux exemples sur le périmètre de la représentation du personnel qui se centralise et qui donc pousse à une espèce de professionnalisation au sens très négatif du terme. Moi, je suis contre la professionnalisation des représentants du personnel. Je suis favorable, au contraire, à des représentants du personnel qui soient le plus proche possible de la base, et donc pas professionnalisés, et donc pas centralisés, mais au contraire, de terrain. Et on nous supprime nos représentants de terrain, on supprime le CHSCT, on supprime les délégués du personnel, et on supprime les représentants qui étaient là au contact, capables de faire du militantisme, capables de faire de la représentation, capables de faire du dialogue. Et si vous supprimez le niveau de la base, eh bien vous supprimez le syndicalisme réel pour créer un syndicalisme professionnalisé qui n'est pas le syndicalisme réel, justement. Et donc, là aussi, on a pas mal de mesures. Bon, sinon, on a écrit dans tous les domaines, temps de travail, chômage, salaire, assurance générale des salaires. Le chômage est aussi une question très importante. On va avoir... le chômage est dans le Code du travail. Et on a écrit le Code du travail, et donc on a refondu aussi le droit du chômage. Et c'est très bien que le chômage soit dans le Code du travail, et donc on l'a laissé. Vous voyez ce que je veux dire? Et le droit du chômage, actuellement, ça va être refondu dans un sens qui mériterait beaucoup de réflexion. Mais juste une chose, actuellement, la sanction encourue par un chômeur qui commet une faute est hors de proportion. Vous ratez un rendez-vous téléphonique, vous pouvez perdre 6 mois d'indemnisation. Entre la faute et la sanction, il n'y a aucun rapport de proportionnalité. C'est totalement scandaleux. Le droit disciplinaire exige un minimum de proportionnalité entre les fautes et les sanctions. Et aux fautes très légères, on ne donne pas des sanctions pécuniaires gigantesques. C'est inhumain. Donc on a essayé, nous, de rétablir cette logique-là, de dire qu'il y a des fautes très graves qui méritent des sanctions très graves. Et une suspension d'indemnité de chômage, c'est très grave, mais on le réserve pour les fautes graves, naturellement. Et puis pour les fautes légères, il convient d'avoir des sanctions légères. C'est la base d'un système juridique civilisé et qui n'est pas respecté et que l'on va même encore aggraver, ce qui prouve que nous sommes peu à peu en train de nous éloigner de ce qui semblait être la civilisation, mais ce n'est pas la seule voie possible. On peut écrire un code du travail différent, et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait, et donc tout reste possible. Je vous remercie. Je remercie donc en votre nom le professeur Emmanuel Dauquès pour cette très très belle conclusion qui nous a permis de réfléchir de façon intense au sens des réformes, à l'avenir du droit du travail, donc à prendre une grande hauteur de vue par rapport à l'ensemble des réflexions qui avaient été menées au cours de cette journée, avec une belle réutilisation en plus des différentes interventions. Donc encore une fois, un grand merci pour cette brillante intervention. J'en profite pour remercier l'ensemble des intervenants au cours de cette journée. Je n'oublie pas aussi tous les organisateurs, je ne peux pas les citer, tous les petites mains qui ont contribué à ce que cette journée soit également une belle réussite, parce que c'est aussi derrière un vrai travail de leur part. Sans eux, on ne pourrait pas monter ce type de manifestation. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois, donc pour les 4e rencontres. Les Reds IST. Voilà, et bonne soirée à tous.